Alors l'idée en fait de cette discussion qui a été mise en place par cette semaine, qui est vraiment une très bonne initiative, c'est qu'elle rentre en fait elle vous concerne dans un premier temps. Elle concerne toutes les personnes qui sont ici, parce qu'on est dans une hétérogénéité sur le plan scolaire, où la diversité culturelle dans notre système d'enseignement eh bien, est au cœur de la réflexion d'aujourd'hui. Quand on parle d'interculturalité, on peut s'arrêter sur cette idée que la relation ou l'échange qui résulte de la rencontre de différentes cultures, entre plusieurs cultures, eh bien là on est dans l'interculturalité. D'accord ? Cela attire également l'attention à la fois des sociologues, des psychologues, des professeurs de l'éducation, des universitaires, des philosophes, voire même des professionnels également du marketing. Ça a été le cas de Benetton. L'interculturalité fait également appel à des notions de diversité, des cultures et d'origine. Et aujourd'hui, la diversité culturelle dans la gastronomie française est une réalité. Elle est une réalité qu'on ne peut occulter. On ne peut passer sous silence l'influence des cultures étrangères. Je regarde par exemple dans le cadre de la région Île-de-France, on va retrouver une gastronomie certes française qui est là, qui a une belle assise, mais on va retrouver également une gastronomie d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine russe aussi, parce qu'on a beaucoup de Russes qui viennent, notamment qui intègrent le système scolaire, notamment dans les lycées professionnels. Voilà. Et donc tout cela demande que nous puissions nous interpeller et voir comment on peut discuter autour de cela. Alors, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va un peu considérer le contexte actuel de la gastronomie, notamment de sondages qui a été effectué par BFM TV, donc par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui indiquait en fait que parmi les plats préférés des Français, on trouvait bien sûr la blanquette de veau pour les très traditionnels, choucroute, traditionnel steak frites, mais le principal enseignement de ce sondage est le rapport des jeunes avec la cuisine française. Et ce qui ressortait de tout cela, c'est que leurs plats préférés, c'était les pâtes, les pizzas, les sushis. Voilà en fait, aujourd'hui, ce que consomment les jeunes Français. Alors la question que je vais poser à la table, et puis là vous aurez l'occasion d'intervenir si vous le souhaitez, la culture gastronomique des jeunes générations, à savoir pâtes, pizzas, sushis ou encore hamburgers, est-elle la réalité de la gastronomie d'aujourd'hui ou est-ce dû à une simple évolution ? Là, on parle du métissage alimentaire et si on considère en fait l'évolution de la cuisine française, on ne peut pas vraiment non plus considérer que le steak frites fait partie d'un plat hyper traditionnel. C'est déjà un métissage de plats puisqu'il utilise des pommes de terre et que la pomme de terre, elle arrive, comme tout le monde le sait, j'espère en tout cas mes élèves, de grands échanges colombiens à partir de la découverte des Amériques. Donc si on regarde la cuisine française, finalement, le métissage a toujours été, c'est en constante évolution. Ça ne s'est jamais stoppé et je ne pense pas que ça s'arrêtera un jour. Et voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le métissage, il a toujours été, il est là et il sera toujours là. On parle de métissage, je pense aussi que c'est important de faire la distinction, parce que dans le métissage, il y a interculturalité, transculturalité, tous ces préfixes. Là, on est plutôt sur le domaine de l'interculturalité, ça veut dire il y a la réciprocité, il y a l'interaction. C'est pas de la transculturalité où il y a une transposition de culture, même si lorsqu'on parle justement de ces cuisines, l'évolution de ces cuisines dans le monde, on voit bien qu'il y a aussi du trans. Alors, il y a l'inter, mais aussi du trans. On prend les pommes de terre, par exemple, les Américains, on voit bien qu'il y a une trans. La pomme de terre n'est pas arrivée par hasard, comme ça. Et il n'y a pas que ça, vous allez voir aussi, de toute façon, la vie est faite aussi de trans. Il y a une évolution et on transmet quelque chose tout le temps. Pour rejoindre mes collègues autour de cette table, il est évident que certes, le métissage alimentaire a toujours été, et néanmoins, ça demande une vraie réflexion. On va voir un autre fait également, le couscous. Qui ne connaît pas le couscous ici ? Le couscous fait partie des plats préférés des Français. L'un des plats préférés des Français. Pardon ? Le plus consommé, donc, voilà. Alors la question qui se pose, est-ce que le couscous est français ? Je pense que le couscous, ça vient d'origine maghrébine. Et c'est le plus fort dans ce domaine. Et malgré que les Français aujourd'hui mangent du couscous,
Bon, on sait tous que le couscous vient du pays Maghreb. Voilà. C'est quand même un plat qui est pluriséculaire, qui appartient quand même à la cuisine, comment dire, morne. Moi j'appelle pas la cuisine arabe, mais la cuisine morne, et qui est sûrement une des plus belles cuisines que la terre ait. Faut pas l'oublier, mais il n'y a pas que le couscous dans le Maghreb. Il faut quand même pas résumer le Maghreb au couscous. Il y a des dizaines et des dizaines de plats qui valent au moins la cuisine française, faut pas l'oublier. Donc, ce que je voudrais, dans ce que je dis, mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas qu'une cuisine, hein, il y a des cuisines qui sont des cuisines originelles et qui sont pérennes, c'est-à-dire elles vont traverser les années et les siècles, et elles existeront toujours parce que elles sont très bien équilibrées, elles sont très agréables à manger. Voilà. Il y a une autre question qui m'interpelle, puisque nous sommes quand même dans le domaine de la transmission, interculturalité, mais transmission, puisque notre métier premier, nous sommes des enseignants et des professionnels de la gastronomie. Alors, comment l'hôtellerie-restauration et sa gastronomie peut-il prendre en compte ce processus, alors, je vais faire soft, je vais dire d'évolution, mais pour tout vous dire, j'avais mis de créolisation, qui demande une vraie discussion, de recherche là-dessus. Donc comment, effectivement, pouvons-nous prendre en compte ce processus-là, que l'on retrouve à la fois sur le marché de la restauration commerciale et collective, mais aussi dans le cadre de nos établissements scolaires? C'est Édouard Glissant, un Martiniquais, théoricien martiniquais, philosophe, qui est né en 1928, qui est décédé depuis, qui a vécu aussi aux États-Unis pendant très 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 longtemps. C'est l'inventeur du concept de l'antillanité et de la créolisation. Alors qu'est-ce que c'est que la créolisation? Parce que c'est un concept qui est très très difficile à définir. Et il a défini dans les années 70 à peu près, avant tout comme une ouverture sur le monde. Selon lui, la créolisation, c'est la mise en contact de plusieurs cultures, ou du moins de plusieurs éléments de cultures distinctes dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est aussi dans l'interculturalité. On parle d'interculturalité justement dans la gastronomie. Je pense que M. Évrard va en parler par rapport à ça, mais aussi l'interculturalité dans la formation. La créolisation existe aussi dans d'autres domaines. On voit bien que ce mélange de cultures qu'on va tenter de définir, parce que c'est extrêmement difficile de définir la culture, comme on l'entend, parce qu'on pose la question, qu'est-ce que la culture pour vous? Certains vont dire, la culture, c'est peut-être culture des métiers. Il faut parler de culture ethnique, culture sociale. Donc c'est extrêmement difficile de définir la notion de culture. Bon, on est là pour tenter justement d'échanger autour de l'interculturalité. Et la créolisation, justement, donne naissance justement à ces cultures. La Réunion, c'est une île atypique qui est tout à fait exceptionnelle, où se côtoient aussi bien chinois, indiens, donc la communauté arabe, métropolitaine. Donc tout ça vit en bonne entente sur l'île de la Réunion, en proportion à peu près égale. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une proportion à peu près égale. Mais par contre, chacun a gardé sa culture, chacun a gardé sa gastronomie, mais ça fait un petit melting pot, tout ça. Et ça fait un mélange qui est tout à fait exceptionnel. Alors on peut très bien manger un plat qui va être d'origine indienne, qu'on va appeler le curry, parce que c'est le curry là-bas qui est très répandu. Mais on va manger ce curry avec, je sais pas, un petit condiment par exemple qui va être fait, mais qui va être d'origine chinoise. Ou on va manger un plat chinois, un riz cantonais par exemple, avec un rougail tomate. Rougail tomate qui va être plutôt de consonance indienne. Mais par contre c'est indissociable. Là-bas on va pas manger du riz cantonais ou un plat chinois avec du riz sans manger un rougail avec. Ça n'existe pas là-bas. C'est devenu, dans la culture, c'est devenu quelque chose quotidien dans toutes les familles. Donc le curry, c'est un plat d'origine indienne, mais tout le monde mange du curry. Les Chinois, les Indiens, les musulmans, tout le monde mange du curry. Alors il est évident que le curry, il ne va pas être préparé de la même façon, malgré que ça reste du curry, dans la communauté musulmane ou dans la communauté créole ou dans la communauté chinoise.
Hein, ils vont s'adapter. Un rougail saucisse, par exemple, qui va être préparé traditionnellement avec du porc, hein, avec des saucisses de porc. Les musulmans, ils vont se manger un bon rougail saucisse, mais ça va être de la saucisse de volaille. Non, c'est en ça que c'est important que l'interculturalité, justement, c'est pas un processus qui amène qu'à une seule culture. L'interculturalité, c'est quelque chose qui... La Réunion en est l'exemple même. C'est pas une seule et même culture, la Réunion. C'est plutôt plusieurs cultures qui se sont juxtaposées et qui arrivent à trouver les biais pour s'entendre et pour vivre parfaitement entre elles avec plein de ponts. Hein. Par contre, avec énormément de ponts. Mais il n'empêche que c'est pas une seule culture. L'acculturation, c'est la peur de tout le monde, là, cette espèce de concept de se dire que si on se laisse influencer, notre culture va être perdue et on va avoir une espèce de culture mondialisée un peu lissée. Alors que l'interculturalité, c'est une chance. L'interculturalité, c'est quelque chose où on met les choses les unes à côté des autres. Il y a des auteurs qui parlent d'alterculturalité, moi j'aime bien ça. C'est vraiment des cultures qui sont au même niveau et qui s'échangent. Moi, avec mes apprentis, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, d'ailleurs on a les mêmes classes, mais moi avec mes apprentis, ils sont là-haut en plus, de les avoir en classe, nos jeunes migrants, c'est une véritable chance. Et c'est une véritable chance pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un mal quand même de chien à appréhender la culture française, ou en tout cas à transmettre la culture française, parce que la culture française, elle est souvent enseignée par le biais de l'histoire, alors que la culture française, il faudrait déjà un petit peu la définir au niveau anthropologique ou ethnologique pour que chacun se reconnaisse dedans. Et l'intérêt d'avoir nos jeunes comme ça, c'est qu'ils font se poser des questions aux jeunes toubabs qui sont avec moi en cours. C'est un concept très difficile, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'altérité, et c'est la mise en miroir. C'est-à-dire que enseigner quelque chose sans avoir le pendant à l'étranger, c'est pour ça que les Trans-Europe en particulier sont extrêmement intéressants, sans avoir la mise en miroir à l'étranger, on ne se pose pas la question de nos propres habitudes. En restauration, on a toujours l'habitude d'enseigner les fourchettes reposées, les dents vers la table, sans enseigner pourquoi ces fourchettes sont comme ça. Si on va à l'étranger et qu'on découvre les fourchettes de l'autre côté, on commence à se demander pourquoi nous, finalement, on les met comme ça. Et c'est cette culture-là qui est intéressante. Mon père revient du Rajasthan, bon, ça c'est pas le truc, mais et d'ailleurs j'ai quelques apprentis aussi qui viennent de l'Inde, mais il était choqué de voir, plutôt interrogatif de voir combien les musées indiens sont bruyants. On va dans un musée indien, c'est la foire, c'est vraiment tout le monde crie et tout ça. Si on ne se pose pas les bonnes questions, on voit des Indiens qui crient dans un musée. Si on est accompagné, et moi c'est un peu le rôle que je me suis mis en tête pour accompagner mes jeunes, c'est si on est accompagné, on fait un retour réflexif sur soi-même et on se pose la question plutôt à l'inverse, c'est-à-dire mais pourquoi faut-il être silencieux dans un musée? Et en fait, c'est tout l'enjeu de ça, l'interculturalité, c'est d'avoir quelqu'un en face qui nous apprend un peu comment on est nous. Alors la question que j'aimerais poser à la fois à Prince, à Déborah et aussi à l'ensemble de la salle, c'est que si vous êtes issus, entre guillemets, de la diversité ou de parents d'origine étrangère, comment vous mangez à la maison? Qu'est-ce que vous mangez à la maison? Et qu'est-ce que cela représente pour vous, la gastronomie française? Déjà, à la maison, je cherche de manger des choses qui se relient plus à la culture italienne, parce que j'aime bien pas avoir des plats qui sont différents à ce que j'ai l'habitude de manger, on va dire. Donc, je cherche de faire des pizzas, des pâtes, des lasagnes. Mais aussi, je peux manger des choses françaises, mais je les modifie, comme j'aime bien manger. Dans le sens, je peux faire une quiche, mais j'enlève le lardon parce que ça me plaît pas et je mets du jambon cru. Des choses comme ça, je fais des choses qui se relient toujours à l'Italie, ça c'est vrai, mais voilà, si je dois m'adapter aussi à manger un plat français, je peux, parce que je suis ouverte d'esprit et je ne veux pas m'enfermer juste à l'Italie, quoi. Moi, je mange aussi des cultures pellepins, parce que moi, j'ai pas l'habitude de manger des cultures de français et tout ça. Je mange que quand j'ai au restaurant avec mes parents, mais pas... Ce que l'on peut déjà comprendre avec les quelques témoignages et puis les connaissances et les expériences de chacun, c'est que l'interculturalité gastronomique, c'est évident, ça apporte une évolution. Après, les caractéristiques de l'évolution, c'est à voir, mais ça apporte quelque chose.
Par exemple, Déborah nous disait que voilà, chez elle, elle mange italien, mais quand elle va vouloir manger français, à un moment ou à un autre, elle va essayer de faire en sorte que ce plat français puisse lui apporter un goût italien. Et on a parlé de la Réunion, la créolisation, elle date aussi du Moyen-Âge. À l'époque du Moyen-Âge, les gens en France ne parlaient pas français, ils avaient leur langue régionale. Et après, c'est ce mélange de cultures, à la fois italien, à la fois espagnol, à la fois françois, les Français, et puis allemand, qui a donné cette langue française. Et là, on était dans une créolisation, puisque ça a donné naissance à une langue. La gastronomie française à La Réunion, sur l'aspect de la créolisation, eh bien, a donné naissance à des évolutions de plats. En fait, les jeunes d'aujourd'hui, enfin, on va dire en majorité, ne savent plus cuisiner comme nos grands-mères d'antan. Et on va dire que toute cette expérience et les plats que savaient faire nos aïeuls ne sont plus autant réalisés et se perdent presque. Certaines recettes qui sont classiques et qui sont de moins en moins connues. J'ai une question à vous poser du coup, est-ce que vous n'avez pas peur que d'ici 50 à 60 ans, entre guillemets, les plats français, les classiques français se perdent dans la masse mondiale Mais il est évident que quand il y a une évolution, il y a des choses qui se perdent, ça c'est sûr, mais il y a aussi des points positifs qui vont arriver. Dans le public, tout à l'heure, l'un des assistants a dit que c'est l'évolution de la vie qui amène ça aussi. Vous voyez ? Donc l'évolution de la vie fait que... Alors bien entendu, prendre le temps de faire un bon plat, de cuisiner, ça c'est... Je ne pense pas que ça va se perdre, parce qu'on a quand même une forte identité gastronomique là-dessus. Et néanmoins, sans forcément perdre cette identité, on peut s'adapter. Pour moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse perdre nos traditions. Maintenant, on est quand même en 2016, donc on peut faire importer et exporter n'importe quel produit dans n'importe quel pays. Donc je pense que c'est plus un échange. Et à ce moment-là, si tu dis que les plats traditionnels peuvent se perdre, j'aimerais savoir lesquels. Parce qu'au contraire, même dans tous les pays étrangers, enfin, une bonne partie, ils revisitent nos traditionnels. Donc pour moi, ça reste et c'est pas quelque chose qui peut se perdre comme ça. Donc je trouve ça plutôt positif, au contraire. Je pense pas que ce soit un problème de tradition, de plus savoir faire comme on sait faire aujourd'hui, parce que de toute façon, avec Internet, les livres, tout ça, on aura toujours de quoi rechercher. Si on a le souvenir d'un plat qui nous a plu, on saura toujours le refaire un jour, je pense. Après, moi ce que je pense, c'est qu'on ne pourra plus, d'ici 30, 40 ans, on ne pourra plus faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce ne sera pas un souci de savoir, ce sera un souci de produit qu'on ne pourra plus avoir à cause de l'évolution de la planète. On parle d'évolution du goût. Vous avez par exemple en Alsace, vous avez la choucroute, avec l'identité du goût du porc qu'on va retrouver en Alsace, mais vous avez aussi la choucroute de la mer. Voyez ? Donc il y a une évolution du goût tout en gardant une tradition. Mais voilà, bon, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous. En tout cas, c'est un sujet qui vous concerne, qui nous concerne, et il faut vraiment s'y intéresser parce que la gastronomie française, c'est une réelle culture.